Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actualité, nous passerons en revue avec Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities, les succès du moment dans la biotech française, Medincell et Nanobiotics. On évoquera également le cas de Novo Nordisk et de Genmab. L'entretien est lui consacré à Mathieu Charveria, PDG de THX Pharma. Le journal des biotech, c'est parti. Et je reçois pour notre point d'actualité Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Bon, il y a toujours plein de choses à se dire. On a sélectionné quelques sociétés et forcément, on voulait revenir avec vous parce qu'on la suit un petit peu en fil rouge, il faut le dire. Novo Nordisk, notre star de la côte danoise. Alors, c'est pas une biotech, là, c'est une pharma. On a déjà eu l'occasion d'en parler, de dire tout le bien qu'on en pensait, sauf que depuis le début de l'année, en tout cas mi-année, c'est un petit peu moins bien. Le groupe était parti sur des objectifs de croissance, de vente qu'ils ont été obligés de réduire à la baisse. On entend aussi dire ça ou là que les traitements anti-obésité aux États-Unis, on s'est peut-être un peu enflammé, il y aura peut-être moins de besoins, il y aura peut-être finalement le marché n'est peut-être pas si gros que ça. L'action, elle a déjà corrigé fortement. Question toute simple, est-ce que Novo Nordisk reste un dossier intéressant en bourse et puis aussi de façon clinique, il faut le dire? Alors d'un point de vue fondamental, oui. Après, on sait que ça, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des périodes qui peuvent être fastes pour les labos quand on a une croissance qui est très importante. Oui. On le voit encore avec le deuxième trimestre de Lilly qui était vraiment très fort, hein, largement supérieur malheureusement pour Novo à ce que l'entreprise donneuse a sorti. Mais on a quand même des fondamentaux qui s'en sortent. Alors, par définition, c'est vrai que l'enthousiasme des investisseurs, il est excessif dans les deux sens. Il est excessif à la hausse, où on peut facilement mettre des gros chiffres d'affaires, des gros marchés, et ça a peut-être été le cas pour l'obésité. L'avenir le dira si on atteindra les chiffres qui ont été évoqués par certains. Et à l'opposé, on peut avoir des mouvements baissiers qui sont là encore excessifs. Ça a été très fort, hein, très brutal. Oui, alors ça a été très violent. Alors il y a eu quelques petites raisons. Alors, faire l'historique de Novo sur ces 10 derniers mois, 11 derniers mois, ce serait long. Il y a deux marqueurs forts, je pense. Il y a l'abaissement des ventes et puis avant, il y avait les résultats décevants sur un de leurs produits. Alors, il y a eu les résultats qu'Agrisema qui ont été décevants, mais on a vu que Lilly, au final, avec Orpho, on avait aussi revu un peu les ambitions à la baisse sur Orpho. Il y a surtout le putsch au niveau du CEO qui a aussi fait mal. C'est vrai, j'avais oublié ça. Et c'est non négligeable parce qu'on a l'image comme de la société danoise, des sociétés danoises qui sont relativement policées, où la gouvernance d'entreprise est sous contrôle. Là, on a quand même eu un putsch en bonne et due forme de l'ancien CEO. En plus, c'était quand même assez cocasse parce que l'ancien CEO revient dans le jeu via la fondation Novo. Donc ça fait un peu désordre qu'il y ait eu ce flottement au niveau de l'entreprise. Et comme vous l'avez dit, il y a eu le deuxième trimestre où on a eu des résultats qui étaient décevants sur Ozempic, Wegovy en croissance séquentielle à un peu plus de 19 milliards de couronnes. Mais c'est vrai que le fait qu'ils abaissent leur guidance à la fois sur les revenus, les profils, le free cash flow, ça a fait un peu mal. C'est pas juste la croissance, c'est aussi la rentabilité. Hein. C'était aussi le free cash flow qui a aussi été revu à la baisse. Donc fondamentalement, ça reste une belle valeur, parce qu'on le voit avec la concurrence, on peut parler de l'obésité et des résultats cliniques fournis par ces labos, mais quand on voit Pfizer qui est obligé de racheter Metsera parce que tout ce qu'ils ont fait avec leur GLP-1, pour le moment, ça part plus ou moins presque à la poubelle, et qu'ils ont besoin de cette acquisition pour rester dans le jeu. On voit Amgen, est-ce qu'ils vont y arriver en 2027-2028, on voit que c'est pas si simple. Il y a eu un moment, un engouement sur les valeurs en disant, dès que vous rentriez sur ce secteur en disant, je fais une formulation libération prolongée, je fais une formulation orale. En fait, on donnait des valorisations, pour moi, peut-être un peu excessives, voire délirantes pour certains noms, en pensant, on met la pièce, ça va marcher et tout le monde va réussir. On va réaliser, je pense, dans la durée, que c'est pas si simple de développer un médicament efficace dans l'obésité, et que les molécules déjà lancées, elles marchent déjà pas si mal que ça, que ça va pas être simple de faire beaucoup mieux. Et que ce duopole, il est parti pour rester encore quelques années. Il sera peut-être grignoté par des nouveaux entrants, mais l'un dans l'autre, il y a quand même une expertise pour moi inégalée de Lilly et de Novo dans ce secteur-là. Et les Boeing et Airbus des... Voilà, ou un Air Liquide, enfin voilà, c'est des gens qui ont quand même une réelle expertise. Et je pense que voilà, on a connu un vent contraire, l'action a souffert. Maintenant, je ne dis pas que l'action va revenir sur les 1000 DKK, loin de là. En couronne danoise. Hein. Voilà, en couronne danoise. Mais qu'est-ce que c'est Autant pour moi, en couronne danoise. Mais qu'elle revienne entre 600, 650, voire 700, ça me semble plus conforme aux réalités de l'entreprise, à ses perspectives. Et puis bon, il y a quand même eu l'acquisition
récente d'Akero. On va voir ce qui va se passer sur l'Alzheimer, mais Novo n'a pas dit son dernier mot. Novo n'a pas dit ça. C'est une belle conclusion en tout cas pour cette valeur. Il faut qu'on évoque également Medincell. Ça fait plaisir parce qu'on parle souvent des dossiers difficiles dans le journal des biotech. La Medincell, ça se passe bien. On avait déjà la risperidone avec action prolongée, avec Uzedy. Et puis on l'attendait, le Olanzapine. Et bien là aussi, c'est bon, ça marche. Nouvelle page qui s'écrit pour l'histoire de Medincell. Alors pour ceux qui connaissent un peu Plastic Bertrand, c'est vrai qu'on peut dire que ça plane pour eux. Oh, pas mal. Ça plane pour eux parce que là, il y a quand même un peu à l'opposé de Novo qui avait des vents contraires. Là, on a vraiment des vents portants pour Medincell. Alors, vous l'avez dit, Uzedy, alors on l'avait évoqué sur ce plateau au début d'année, on avait dit que la guidance revenu 2025 de Teva était très conservatrice. Qu'il y avait de fortes chances que ce soit battu. Là, on a eu la confirmation puisque la guidance a été revue à la hausse légèrement, on va dire, entre 190 et 200 millions, suite au résultat du Q2, qui nous amenait à 93 millions de dollars. Donc, on a une combinaison de résultats financiers qui sont bons. On a des extensions d'AMM, puisqu'il y a quand même l'extension d'AMM dans les bipolaires aux US, qui est quand même un événement marquant, parce qu'on élargit le pool de patients éligibles à Uzedy. C'est quand même une bonne chose pour soutenir la croissance du produit aux États-Unis. On a des nouveaux pays qui sont où la molécule est approuvée, puisqu'on a le Canada, on a la Corée. Alors, ce n'est pas des pays majeurs, mais c'est quand même un indicateur. C'est toujours quelques millions qu'on ira chercher à droite à gauche. Donc, l'un dans l'autre, on a quand même un mouvement qui est très porteur sur Uzedy. Et puis, comme vous l'avez signé, il y a Olanzapine avec des data actualisées de safety. Parce que plus le temps passe, plus on a du recul sur la safety à long terme de la molécule. Et là, on n'a toujours pas de cas de PDSS. Et Teva a confirmé qu'ils allaient déposer la demande d'AMM ce trimestre. Donc l'un dans l'autre, on a quand même des signaux encourageants qui boostent le titre. Alors, on va y revenir sur le dossier suivant, mais il y a quand même aussi, je pense, sur certaines valeurs françaises, l'effet Abivax. Qui a permis un rattrapage, qui sert de locomotive et qui a ramené un peu sous les spotlights certains non français. Mais c'est vrai qu'il y a des valeurs françaises qui bénéficient de ce rattrapage. Et c'est vrai que Medincell a touché la valo, la capi d'1 milliard, qui est quand même une marque symbolique. Ça commence à peser dans le game, comme on dit. Oui, et puis c'est une reconnaissance pour le travail fait par le management de la société et l'historique. Donc c'est un seuil symbolique, mais c'est pas neutre quand même. Rares ont été les sociétés françaises qui ont atteint ce seuil d'1 milliard. Donc autant se féliciter quand c'est le cas. Et c'est vrai que là, l'avantage de Medincell, c'est que cette société, elle offre un profil un peu dérisqué, parce qu'il y a des partenariats, c'est des molécules qui sont approuvées, donc c'est l'optimisation au niveau de leur formulation. Et je mets de côté le deal avec AbbVie. Mais là, clairement, sur le deal Teva, je serais tenté de dire qu'on a quelque part qu'un risque commercial, mais on voit avec Uzedy que Teva exécute bien. C'est ça. On a le sentiment que là aussi, c'est bien fait. C'est une belle exécution de la part de Teva, il n'y a rien à redire. Et les perspectives sur Olanzapine sont meilleures que celles de la risperidone. Donc l'un dans l'autre, quand on l'avait évoqué sur ce plateau comme un game changer potentiellement, Olanzapine. Il y a plusieurs années déjà. Donc l'un dans l'autre, quand on accumule, enfin quand on additionne le potentiel de ces deux molécules et qu'on voit le potentiel de la franchise en termes de CA, on se dit que même avec des royalties qui ne sont pas de 20%, parce que malheureusement pour Medincell, ils ne touchent pas à ce chiffre-là, mais avec les royalties que Medincell va toucher, sur le chiffre d'affaires de la franchise, d'ici quelques années, ça pourrait faire des bons montants. Bon, ça fait plaisir en tout cas, cette belle histoire de Medincell. Et puis, puisqu'on parle de valeurs qui s'apprécient en bourse, il faut parler de Nanobiotics aussi, qui a une forte dynamique haussière sur les derniers mois. On a des données cliniques là aussi, on a une reclassification réglementaire et puis des données de phase 3 dans le cancer de la tête du cou qui sont attendues, je crois, au début de l'année prochaine. C'est un premier semestre, pardon. Premier semestre 2026, soyons précis. Alors, c'est exact, c'est vrai que... Alors là, ce qu'on a vu sur Nano, c'est quand même beaucoup plus violent que Medincell. Medincell, on va dire que le courant acheteur ou le rallye haussier sur Medincell, on l'observe déjà depuis pas mal de temps, c'est plusieurs trimestres. En fait, on est quand même bien orienté sur Medincell. Sur Nano, c'est vrai qu'on peut rappeler qu'au 30 juin, l'action était à 4,13 €. Donc on a eu quelque chose qui est quand même relativement violent, voire très violent sur Nano depuis début juillet. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'événement réglementaire, parce que c'est vrai que c'était un des serpents de mer. On explique peut-être, justement.
Alors, il y avait une différence de perception de la techno de Nanobiotix entre l'agence US, la FDA, et l'agence européenne. C'est-à-dire qu'en Europe, les autorités réglementaires voyaient ça plutôt comme un dispositif médical, qui, je le rappelle, avait été testé et même approuvé il y a très longtemps dans le sarcome des tissus mous, mais jamais réellement lancé commercialement. Donc il y avait une vision... Parce que ce n'était pas l'indication la plus intéressante, si j'ai bien compris à l'époque ce qu'il y avait fait. Oui, alors après, je pense que l'étude clinique, ça avait donné des résultats positifs, mais on passait un peu short au niveau de l'efficacité. Et là, une fois de plus... le problème de la classification du dispositif médical en Europe, c'est que c'est principalement en fait un chemin documentaire. Pour avoir un statut de DM, on n'a pas besoin de faire d'études cliniques comme on doit le faire avec un médicament. Donc il y a vraiment un gros gap en termes qualitatifs au niveau des datas qui sont demandées pour avoir une AMM sous le format médicament et les datas pour avoir le statut de dispositif médical. Donc c'est vrai que souvent le statut de dispositif médical il est vu comme étant pas très qualitatif et en oncologie c'est pas ce qu'il y a de mieux pour convaincre des médecins de prescrire et d'utiliser un produit. Sauf que, ça y est, cette fois-ci on est aligné, c'est ça ? Alors c'est la beauté, c'est on va dire, non mais c'est l'avantage aussi d'avoir un partenaire commercial qui est très puissant comme Johnson & Johnson, c'est que la taille du département affaires réglementaires de Johnson & Johnson est incomparable avec celle de Nanobiotix. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens de Nano. Mais ils ont, ils ont un savoir-faire, ils ont pu mettre les ressources nécessaires pour pouvoir avoir ces résultats. Et c'est vrai que le changement du statut de dispositif médical en médicament pur, aligné sur donc, la vision de l'IMIA, est une bonne chose parce que ça permet de simplifier l'analyse réglementaire. Ça permet aussi au niveau clinique d'utiliser l'étude Nanoray 312 comme une seule étude qui permettra d'enregistrer le médicament dans les deux zones, le cas échéant. Donc pour moi, c'était vraiment un point très positif. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir le rallye haussier. Et c'est vrai que le rallye haussier, il a explosé littéralement au mois de septembre suite aux communications scientifiques qui ont été faites. Alors, autant la hausse explosive d'Abivax, c'était sur des datas de phase 3. Autant la nano, c'est des datas de phase 1, on a 13 patients dans le cancer de l'œsophage, on en a 21 dans le mélanome. Très early stage. Donc ça reste encore, on va dire, des petites cohortes. Alors c'est vrai que sur ces indications, sur les datas, on voit des datas au niveau du taux de réponse qui ne sont pas inintéressantes. Même chose sur les datas sur la survie. Maintenant, c'est vrai, comme vous l'avez dit, que le vrai catalyste et le catalyste important sur l'histoire de Nanobiotix, ça va être les datas dans le cancer tête et cou attendus au premier semestre de l'année prochaine. Donc on va regarder la survie sans progression, la PFS. On attend ces datas-là au premier semestre. Et il faut souhaiter que les datas soient bonnes. Donc je rappelle que c'est en combo avec un produit qui s'appelle le cetuximab, qui est un EGFR. Et il faut souhaiter que les datas soient bonnes. Mais en attendant, il faut quand même se féliciter, ça fait quand même plaisir de voir... Porteur, alors, bienvenue. Oui, non mais ça fait plaisir de voir deux sociétés qui franchissent la capi d'1 milliard. Et puis on va en parler sur le dossier suivant, mais est-ce que Merus a aussi été un peu un facteur influençant la revalorisation, on va dire, le re-rating de Nano? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Alors Merus, vous avez vu comme il tend une perche pour la transition parce qu'on va aborder, on aime bien avoir les coups de cœur de Frédéric Gomez sur ce plateau, le cas Genmab, Genmab qui justement a annoncé tout récemment le rachat de cette biotech néerlandaise Merus. Alors on connaît un petit peu moins ces sociétés, il va falloir que vous nous expliquiez tout ça. Alors on va commencer par Genmab, parce que c'est une très belle société que je suis depuis 20 ans. Danoise aussi? Danoise aussi. Alors, c'est une société qui est spécialisée en oncologie et qui s'est spécialisée sur tout ce qui est anticorps. Alors, historiquement, c'était des anticorps humanisés via une techno de Bedarex. Et ensuite, ils ont développé des technologies propres pour faire des anticorps bispécifiques. Notamment, ils travaillent sur les ADC. Donc, c'est vraiment un pure player oncologie et anticorps. Et la stratégie de l'entreprise a toujours été, pour valider leur approche, c'est de signer des partenariats. Donc ces partenariats ont payé parce que maintenant il y a quand même 7 produits issus de leur technologie qui sont approuvés, dont le fameux Darzalex, qui est le blockbuster dans le traitement du myélome multiple. Johnson & Johnson a publié ses résultats montrant plus de 10 milliards de chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois. On est à 3 milliards sur ce trimestre. Ah oui, quand même. Et en fait, le Darzalex est issu de la techno de Genmab. Donc Genmab touche des royalties de Darzalex. Ils ont aussi un projet avec Novartis dans la sclérose en plaques. Ils ont un avec Amgen dans une patho oculaire. Et ils ont aussi 3 ADC, 3 bispécifiques, toujours avec Johnson & Johnson, en oncologie. Donc ils ont vraiment un réel savoir-faire.
c'est quand même une des histoires. Alors, si on met à part les histoires qui ont profité de la crise du Covid, mais avant BioNTech, Genmab était la plus belle histoire dans la biotech en Europe. C'est une société qui génère des revenus qu'on peut dire qui sont conséquents. Oui, d'après ce que vous me dites. Ah oui, on anticipe 3,5 milliards cette année, quasiment exclusivement qu'en royalties. D'accord. Donc ils anticipent 3,5 milliards de dollars. Ils étaient un peu plus d'1,6 milliard après le premier semestre. Donc 925, ils ont fait. C'est du solide. Donc c'est vraiment du solide, 925 millions au Q2 de revenus. Donc c'est vraiment une belle société qui a des revenus, qui a des partenariats, qui a un super CEO, Jan van Nickel, qui a une vraie expertise dans le domaine de l'immunologie et de l'oncologie. Et le titre a souffert. Alors il aurait fallu qu'on en parle en février. À la lumière de tout ce que vous me dites, ça me semble surprenant. Parce que, qu'en fait le titre a souffert. Le titre est monté à 3000 DKK, couronne danoise. Ouais. Et il y avait en fait dans le deal d'Arzalex, puisque c'est un deal très large avec Johnson & Johnson, il y avait un deal qui incluait ce qu'ils appelaient l'Hexabody CD38, qui était le petit frère de Darzalex. D'accord. Et sur la base des résultats d'une étude clinique, Johnson & Johnson avait la liberté ou non d'opter pour la licence ou pas. Très clair. Donc il y a eu beaucoup de pression autour de cette annonce, puisqu'on savait quand les datas étaient secrètes mais disponibles et partagées entre les deux partenaires, et on savait qu'il y avait X semaines avant que l'option arrive à échéance ou pas. Malheureusement pour Genmab, Johnson n'a pas levé l'option, le titre en bourse, logiquement, a plongé, a plombé, et on était tombé sur des niveaux qui étaient très bas relatifs aux fondamentaux de la société. Et donc, ça a été une déception. Maintenant, comme vous l'avez dit, l'un des reproches qu'on faisait à Genmab, c'est qu'il y avait des actifs de qualité, mais il manquait un peu d'un pipeline late stage. D'accord. Et en fait, via l'acquisition de Merus, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vont chercher un produit, un actif qui est en phase avancée, qui a déjà des résultats. Alors, le produit majeur, puisque Merus a un petit produit qui est approuvé dans le cancer du poumon, mais avec un partenariat, ils ne font pas de la vente directe et le chiffre à faire, on va voir ce que ça va donner, mais je ne pense pas que ce soit non plus un game changer. D'accord. Mais il y avait un actif super beau au niveau de Merus. Alors, il s'appelle le Petosemtamab. Donc, c'est un anticorps bispécifique, ciblant le GFR et un autre récepteur qui s'appelle le LGR5 et qui cible le cancer tétécou, comme Nano. Et là, on a des résultats en première ligne en combo avec un PD-1 et en seconde ligne en monothérapie qui sont pas mal sur le taux de réponse. On a un taux de réponse proche des 60%, un peu plus en première ligne. On a des datas de survie qui ne sont pas inintéressantes. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une connaissance de l'immunocancéreuse j'ai beaucoup de respect pour Genmab. Ils ont aussi prouvé en mettant sur le marché, en développant 3 anticorps bispécifiques, qu'ils ont la connaissance des bispécifiques, à la fois des cibles et des technos. Donc je me dis que la due deal qu'ils ont dû faire sur Merus, elle devait être sérieuse. Et c'est vrai que le produit marche bien. S'ils le trouvent intéressant, il y a des chances qu'il le soit. Voilà. Alors, ils ont quand même payé 8 milliards, donc c'est un peu d'argent quand même. Donc ils sont cotés à la fois sur l'OMX à Copenhague, mais ils ont aussi une double cotation avec le Nasdaq. Mais voilà, c'est une belle valeur. On est revenu proche des 2000. Elle était montée à plus de 3000 à pic. Je pense que voilà, il y a maintenant l'horizon. En fait, ils ont remis la société. Les craintes qu'avaient les investisseurs et les analystes il y a quelques mois sont en partie levées. Et maintenant, on peut repartir sur une tendance un peu plus positive. Darzalex continue à être la cash co. Ils ont des revenus qui sont intéressants, un budget R&D qui est pas mal. Mais ils investissent bien et maintenant, ils n'ont plus de problème de pipeline late stage puisque les résultats on attend des résultats l'année prochaine, premier semestre l'année prochaine. Voilà, Genmab, pour ceux qui ne connaissaient pas, ce coup de cœur de Frédéric Gomez, et définitivement, quand on aime les biotech, il faut avoir son petit convertisseur euro, couronne danoise, et puis se mettre au danois, j'ai l'impression quand même, parce que c'est un beau pays pour les biotech. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci beaucoup Frédéric. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je retrouve pour l'entretien Mathieu Charveria, PDG de THX Pharma. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Bon, oui, j'ai dit THX Pharma, mais peut-être vous le connaissez mieux sous son ancien nom, Theranexus. Tiens Mathieu, c'est l'occasion de revenir en préambule sur le positionnement de la société et justement l'évolution que vient concrétiser quelque part ce changement de nom. Merci. Theranexus est une société de biotechnologie qui développe des médicaments. On a 2 produits en développement,
TX01 et Baton One. Ces deux produits qui ont un développement très avancé maintenant. Un sera commercialisé sous peu et l'autre est réellement au port de la phase 3. Et c'est quand on a avancé ces projets relativement loin qu'on a souhaité changer le nom de la société et matérialiser l'évolution du modèle économique de la société, où on passe d'un modèle de biotechnologie, de recherche, c'est ça, recherche, de biotechnologie, de développement clinique qui nécessite des investissements parfois lourds et des risques à la clé et des retours sur investissement très forts mais qui viennent dans le temps. Et on évolue vers un modèle de pharma qui nécessite moins de capitaux, avec un taux de risque qui est plus faible puisqu'on est proche du marché. Et on a des risques qui sont très différents dans une pharma que dans une biotech. Bien sûr. Des produits qui arrivent donc proches de la commercialisation. Et c'est ce que je vous expliquerai aujourd'hui, à quel point comment ça se traduit pour la société en termes d'engagement et en termes de retour financier très à court terme pour la société. Donc ce nouveau nom THX Pharma, et vous l'avez dit, ces actifs avec une priorité numéro 1, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le communiqué de presse qui a accompagné le changement de nom, c'est TX01 sur le marché, de l'amener sur le marché dans les maladies de Gaucher et de Niemann-Pick de type C, c'est précis. Pouvez-vous justement nous rappeler la feuille de route et les délais pour y arriver? Alors, c'est actif qui est vraiment la priorité numéro 1. On a deux priorités, TX01 et Baton. TX01, la priorité en termes de commercialisation parce que c'est le produit le plus avancé. Donc TX01, c'est une formulation d'un médicament déjà enregistré dans les marchés d'intérêt. On a reformulé ce médicament pour le rendre beaucoup plus acceptable par les patients atteints de ces maladies rares. Et c'est un produit pour lequel toutes les étapes cliniques et en termes de CMC, donc de production de médicaments, sont terminées. On a cédé une licence à ce produit à la société espagnole Exeltis qui est une licence exclusive dans les territoires Europe, pourtour méditerranéen et Amérique latine. Et donc c'est eux qui vont commercialiser le produit. Ils ont pris la main. Ils ont pris la main effectivement sur ce développement. Et très récemment, on a annoncé qu'on avait passé le premier jalon technique, qui est la livraison du dossier réglementaire pour qu'Exeltis puisse aller déposer le dossier aux autorités compétentes, à l'EMA notamment, en Europe. EMA, Autorité européenne du médicament, exactement. L'équivalent de la FDA au niveau de l'Europe. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que d'une part, on démontre la capacité de la société THX Pharma à aller pousser des produits jusqu'à un niveau d'enregistrabilité réglementaire. Mais l'autre point intéressant, c'est que maintenant que le dossier est prêt, on peut le soumettre aux États-Unis, au Canada, en Australie, et on peut faire ça en notre nom propre directement. Donc on a un modèle économique qui est mixte sur ce premier produit, qui est à la fois un modèle de redevance, avec la licence qu'on a concédée à Exeltis, et un modèle de ventes en direct grâce à ce que nous pourrons faire, ce que nous ferons aux États-Unis, Canada et Australie. Justement, transition toute trouvée sur ce modèle de vente en direct sur ces différents pays. Pourquoi avoir choisi d'y aller tout seul, pas par un partenaire? C'était, à votre sens, plus intéressant pour THX Pharma? L'idée, pour nous, est de maximiser la valeur de la société et donc la valeur de nos actifs. Si on veut maximiser cette valeur-là, plus on réfléchit à la possibilité de pousser le plus loin possible le développement, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus financièrement y arriver. Maintenant qu'on a financé toutes les études, toutes les étapes à risque historiques, notamment grâce au partenaire avec Exeltis, eh bien, on a la possibilité d'aller plus loin, qu'on ne pouvait pas faire historiquement. On n'avait pas l'argent et on n'avait pas les compétences en interne. On a monté en compétences en interne pour pousser ces produits jusqu'à l'enregistrement. Et ça nous mène à une feuille de route, puisqu'il était votre question, où on est capable d'enregistrer le produit en 2 étapes. On dépose le dossier en 2026 devant toutes les autorités intéressantes pour nous. Europe, Amérique latine, États-Unis, Canada, Australie et UK. Ça, c'est l'année prochaine. Étalé dans le temps. On est entre premier et deuxième trimestre 2026 pour déposer devant toutes ces autorités-là. On est sur un temps de revue entre 9 et 12 mois, classique dans le domaine de ces indications-là. Et donc une commercialisation dès 2027 et des ventes dans la foulée. Donc on a une commercialisation qui est très court terme de ce produit-là. Et c'est réellement une des raisons qui nous ont fait pivoter vers THX Pharma. Bon, en tout cas très clair pour ce développement, pour ce premier actif TX01. Il y a l'autre, on en a parlé, c'est Baton 1. Là, c'est dans la maladie de Baton, comme son nom l'indique. D'ailleurs, un actif qui représente plus de potentiel commercial. On va revenir sur l'aspect financier de tout ça. 2 volets importants sur ce programme, l'Early Access aux États-Unis et l'étude de phase 3 en Europe. On va commencer par les États-Unis, justement. Quand est-ce que ce programme d'accès privilégié, en tout cas d'accès anticipé, va-t-il être lancé? Et puis, combien de patients ça va concerner? Donc je reviens un cran en arrière sur Baton One. Baton One vise la maladie de Batten, une pathologie qui touche 2000 enfants dans le monde. Il n'y a pas un seul traitement enregistré, il y a une thérapie génique qui a échoué. On est les premiers, potentiellement les seuls à être capables de bloquer la progression de cette maladie. Vous me dites au moment il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là, on est réellement libre de toute concurrence. Mais l'importance pour nous, c'est de dire qu'on est la seule option thérapeutique à ce stade pour les patients, en développement et proche de la commercialisation, notamment via l'accès compassionnel.
C'est un produit pour lequel on a récemment, en mai dernier, présenté des données d'efficacité qui sont très très fortes, très impressionnantes chez le patient, et notamment la capacité que le produit a à bloquer la dégradation de la vision. Ce qui est assez fort puisqu'on a des patients qui se dégradent dans le temps et on bloque cette dégradation. On avait montré historiquement sur la fonction motrice et maintenant on montre sur l'acuité. Et je reviens sur votre question sur les États-Unis. Oui. La FDA nous avait demandé à l'époque, quand on a présenté les données, d'évaluer dans notre phase 3 et pour l'enregistrement, l'impact de Battle1 sur la fonction visuelle. À l'époque, nous n'avions pas de données sur cette endpoint-là, ce qui était compliqué pour nous de développer le projet. Mais on a poussé, on a obtenu des données compassionnelles chez le patient, et maintenant on est à la fois rassuré, mais confiant et dans la projection forte d'un très bon effet clinique de notre produit. Donc clairement, pour répondre à votre question, on lance aux États-Unis un accès compassionnel qui va viser une 50aine de patients. Le gros avantage de ce programme, c'est qu'il permet de générer de l'information, de la donnée clinique, donc d'efficacité sur le critère d'évaluation principal qui sera l'acuité visuelle, tout en étant très largement financé par les payeurs aux États-Unis. Et la FDA a très récemment ouvert ses recommandations, ses guidelines, pour expliquer comment les promoteurs pouvaient se faire rembourser toutes ces dépenses-là par les mutuelles. Donc on a réellement un cadre réglementaire qui s'est assoupli. Et au-delà de ça, il s'est également assoupli sur l'usage de ce qu'on appelle les real-world evidence, qui sont les données de vie réelles pour enregistrer un produit derrière. Donc ce que l'on fera en termes d'accès compassionnel aux États-Unis nous permettra d'enregistrer le produit aux États-Unis in fine, avec la phase 3 en ouvert en Europe qu'on mène en parallèle. Et donc ce programme, il commence quand? Maintenant là Il commence début d'année prochaine. Début d'année prochaine. Que tout soit prêt réglementairement et auprès des mutuelles également. Ouais, vous l'avez dit, il peut être remboursé par les payeurs. Est-ce que ça peut aussi générer du chiffre d'affaires additionnel pour THX Pharma? On est sur un équilibre, ce qui est dépensé... Opération blanche. Donc c'est opération blanche. L'idée pour nous, c'est à la fois de générer de la donnée et de proposer une option thérapeutique aux malades. On sait qu'il y a beaucoup de familles qui nous contactent pour avoir accès aux médicaments titre compassionnel. On ne peut pas servir instantanément et tout le monde, puisque ça coûte beaucoup d'argent pour une société comme la nôtre de traiter 2000 patients au compassionnel. On n'a pas les reins solides pour faire ça. En revanche, on a un cas législatif qui permet de le faire. Et qui permet de le faire en opération blanche financièrement pour nous, tout en générant de la donnée. Donc quand on a effectivement identifié cette voie-là et qu'on pouvait y accéder compte tenu des données qu'on a sur l'efficacité en fonction visuelle, on est parti directement dans cette option-là. Récolter de la donnée, ça veut dire que si l'essai commence, vous l'avez dit, début d'année prochaine, enfin l'accès en tout cas, ça vous donne peut-être moyen de publier dans le courant de l'année sur des premiers résultats de ce que ça donne? Ce qu'on a vu historiquement, c'est que le produit mettait 24 mois à faire effet. D'accord. Sur l'acuité visuelle, on se rend compte qu'au bout de simplement 12 mois, on voit un effet qui est très très fort sur la vision des enfants. Donc au bout de 12 mois, on a des éléments qui sont partageables. Donc ça veut dire que mi-2027, on aura des éléments très clairs sur la fonction visuelle et qui viendront s'agréger avec les résultats de la phase 3 en ouvert en Europe. Et ben voilà, vous faites les transitions à ma place, c'est parfait Mathieu, parce que l'autre volet, c'est justement le lancement de cette phase 3 en Europe. Là aussi, quand est-ce que ça démarre? Et puis c'est l'occasion de rappeler ou de préciser son coût et puis le calendrier des premiers résultats, là aussi. Donc là encore, on a, pour ces deux études, l'accès compassionnel et l'étude de phase 3 aux États-Unis, un seul critère d'évaluation important, c'est l'acuité visuelle. C'est celui que les agents sont régulièrement considérés comme étant prioritaire pour THX Pharma et THX à l'époque. Donc on n'a pas le choix, on va sur cette endpoint, mais qui nous convient parfaitement maintenant. Et donc la phase 3, on parle de 20 patients, l'étude est lancée début d'année prochaine. Même logique de traitement, des enfants traités pendant 1 an et qui derrière pourront continuer dans la partie plus long terme, dans l'extension plus long terme. Et résultat, mi-2026. Et vous avez posé la question... Mi-2027. Mi-2027, pardonnez-moi. Mi-2027, vous avez raison. Mi-2027. Vous avez posé la question des coûts de cette étude-là. Quand on additionne les coûts des deux études, on est sur un besoin de financement à hauteur de 4 millions d'euros. D'accord. Donc historiquement, on était, gérable. On était sur 15 millions d'euros historiquement en phase 3. On a dû réduire le coût à 10 millions. Et maintenant, grâce aux évolutions réglementaires, mais surtout à nos données d'acuité visuelle, on est capable d'envisager un scénario beaucoup plus léger financièrement. 4 millions, c'est pas rien. Mais 4 millions, c'est accessible pour une boîte comme la nôtre. Bon, voilà, point très complet sur l'état des développements, la commercialisation envisagée et puis les projets de THX Pharma. Merci beaucoup Mathieu. Merci Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.